Si vous avez déjà senti le poids du jugement familial, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est une histoire sur le prix de l'estime, et croyez-moi, il est plus amer que mon chocolat le plus noir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer la chute inattendue. Je m'appelle Clara Moreau, et pendant 34 ans, je n'ai été pour ma mère, Geneviève. Rien de plus qu'une erreur de casting, un grain de sable dans la mécanique parfaitement huilée de son existence bourgeoise lyonnaise. Pour elle, Lyon n'était pas la capitale de la gastronomie, mais le théâtre de sa propre ascension sociale. Une ville de tradition où l'image valait plus que l'or. Notre famille n'avait pas une histoire de noblesse, mais de réussite dans le textile de la Croix-Rousse, un succès que ma mère avait méticuleusement poli jusqu'à le faire briller sur les plus hauts échelons de la haute société locale. Ma sœur aînée, Héloïse, était le chef-d'œuvre de Geneviève. Avocate d'affaires à Paris, mariée à un notaire, elle incarnait le chemin de la dignité, celui que l'on affiche sans rougir sur un faire-part. Et puis, il y avait moi, Clara, la cadette, celle qui avait commis le crime impardonnable de choisir la farine et le sucre plutôt que le code civil. J'avais refusé HEC, j'avais abandonné la voie royale des études supérieures pour m'inscrire dans une école de boulangerie-pâtisserie à Tain-l'Hermitage, une décision que ma mère avait qualifiée, sans la moindre once d'hésitation et à voix haute devant un parterre d'invités lors d'un vernissage à la Cité internationale, de pure vulgarité. Je me souviens de l'écho de ces mots dans la grande salle, de l'onde de choc des regards condescendants, de la façon dont le verre de champagne dans ma main était devenu soudainement trop lourd. Geneviève avait une façon unique de vous faire sentir indigne, non pas par une colère explosive, mais par une froideur chirurgicale, une déception teintée d'ennui qui vous rongeait l'âme plus sûrement qu'une insulte. Elle ne me disait jamais « Je suis en colère ». Elle disait « Ta vie est un gaspillage, Clara, une honte familiale ». Ce mot, honte, était un leitmotiv. Il s'accrochait à mon tablier de travail, il se glissait sous la porte de ma petite boutique que j'avais réussi à ouvrir avec mes économies dans les pentes de la Croix-Rousse, ce quartier populaire et historique que ma mère jugeait trop populaire. Elle aurait préféré que j'ouvre un salon de thé chic à la Pardieu, mais je voulais créer, pas simplement servir des macarons industriels. Je voulais sentir la pâte sous mes doigts, l'odeur du pain frais au petit matin, la magie du chocolat qui se tempère. Mon père, un homme silencieux et effacé, ancien PDG de la filature familiale, regardait la scène d'un air absent. Il avait la lâcheté de ceux qui ont trop longtemps laissé leurs femmes prendre les rênes de l'honneur familial. Il m'aimait, je le savais, mais cet amour était enveloppé d'une peur constante de contredire Geneviève, peur qui le rendait muet. Mon seul véritable soutien, mon défunt grand-père maternel, Émile, était celui qui m'avait transmis l'amour du travail manuel, cet amour qu'il avait dû réprimer pour diriger l'usine. Il m'avait laissé, quelques années avant sa mort, non pas de l'argent, mais une vieille boîte en bois de noyer contenant des recettes oubliées et surtout un document. Ce document, jauni, rédigé en une écriture calligraphiée presque illisible, était pour moi une relique sentimentale, une dernière connexion à l'homme qui m'avait vu et cru. Je le gardais dans un tiroir scellé de mon bureau, sans jamais en comprendre toute la portée légale ou financière. À ce stade, il ne représentait qu'un héritage émotionnel, une note de bas de page sans importance dans la grande saga des Moreau. Pourtant, au fur et à mesure que les années passaient et que ma petite pâtisserie, la fée pâtissière, gagnait le cœur des Lyonnais authentiques, ma mère redoublait d'efforts pour minimiser mon succès. Chaque nouvelle critique de sa part, chaque nouveau jugement, chaque allusion à ma condition d'artisan et au fait que je n'étais qu'une cuisinière ne faisait qu'ajouter une nouvelle couche de détermination à mon cœur. J'avais beau gagner des prix locaux pour mes créations innovantes, j'avais beau voir les files d'attente s'allonger devant ma boutique les dimanches matins, rien n'était jamais suffisant pour racheter cette honte que j'étais censée représenter pour le nom Moreau. C'est dans cette blessure constante, dans ce rejet permanent de mon choix de vie, que l'idée d'une vengeance, non pas financière mais existentielle, commença à germer. Une vengeance qui utiliserait l'outil qu'il méprisait, l'artisanat, pour redéfinir la valeur. Je ne voulais pas de leur argent, je voulais leur regard, un regard qui ne tremblerait pas de honte, mais de la reconnaissance, une reconnaissance si totale et si brutale qu'elle ébranlerait les fondations mêmes de leur certitude. Je me préparais en secret, affûtant mes compétences comme on affûte une lame,
sachant que la véritable revanche ne réside pas dans la chute de l'autre, mais dans l'élévation de soi-même à un niveau que le bourreau ne peut qu'admirer. La ville de Lyon, avec sa dualité entre l'excellence gastronomique et le snobisme des quartiers chics, devenait le terrain de jeu parfait pour cette vengeance qui se préparait lentement, tranquillement, dans le secret de mon laboratoire. C'était l'histoire de la boulangère contre l'aristocratie, de l'authenticité contre le paraître, et la première manche, je le savais, approchait à grands pas, orchestrée par le destin lors d'une soirée que ma mère ne pouvait décemment pas manquer. La détestation de ma vie n'était plus une douleur. Elle était devenue mon carburant le plus puissant, le levain secret de ma future réussite. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme blessée qui décide de transformer sa douleur en une œuvre d'art parfaite et irréfutable. Mon laboratoire était mon sanctuaire, une bulle odorante et chaude, à l'abri des jugements glacés du monde extérieur. Mais même là, l'ombre de Geneviève parvenait à se glisser, portée par les rares visites d'Héloïse, ma sœur. Héloïse, de 4 ans mon aînée, était la perfection incarnée selon les standards maternels. Elle gérait des fusions-acquisitions pour de grands groupes pharmaceutiques, parlait couramment 3 langues et organisait ses vacances entre Saint-Barth et Courchevel. Pour elle, me voir pétrir la pâte était une source d'amusement poli, un passe-temps charmant que je devrais abandonner pour me concentrer sur une vraie carrière. Une fois, en visitant Lyon pour la fête des Lumières, elle était passée à la boutique et m'avait regardée, les mains couvertes de poudre de cacao. « Clara, tu sais, maman a raison », m'avait-elle dit avec une compassion simulée qui me blessait plus que l'indifférence. « C'est adorable, mais tu ne seras jamais signifiante. Tu restes dans le petit commerce, dans le manuel. Un avocat d'affaires gère des millions. Toi, tu gères des miettes. » Elle n'avait pas prononcé ces mots avec méchanceté ouverte, mais avec une conviction de la supériorité de son monde sur le mien. Une conviction puisée directement à la source de notre mère. Geneviève avait fait d'Héloïse sa golden child, son porte-étendard. Tout ce que je faisais, tout mon talent brut, était constamment minimisé par rapport à la carrière abstraite et lucrative d'Héloïse. Les réunions de famille étaient un supplice. Des vitrines où ma mère présentait les réussites d'Héloïse. Le dernier contrat, le nouvel appartement à Paris avec vue sur la tour Eiffel, tandis que ma présence était tout juste tolérée, souvent ignorée. J'étais le rappel gênant que la lignée Moreau n'était pas entièrement composée de têtes bien faites pour la finance ou le droit. Mon cœur s'était endurci au fil des ans, transformant la tristesse initiale en une détermination glaciale. La pâtisserie, mon art, était ma rébellion silencieuse. C'était la seule chose que je possédais et qu'il ne pouvait ni acheter, ni dénaturer. Mais le mépris était une blessure ouverte. Le document, cette vieille feuille de parchemin que m'avait laissé mon grand-père Émile, continuait de m'intriguer. Je l'avais ressorti un soir, après une énième humiliation téléphonique de ma mère, sur mon incapacité à trouver un époux convenable. Entendez, riche et bien né. Le papier était fragile, les bords effilochés. L'écriture, en ancien français juridique, mentionnait un certain domaine de la Lisière, près du Beaujolais, un terrain agricole insignifiant, une parcelle oubliée dans les vignes, qui avait apparemment servi de laboratoire pour des expériences de culture. Ce qui me frappa, en le lisant ligne par ligne avec l'aide d'un vieux dictionnaire de termes désuets, ce n'était pas la propriété foncière elle-même, mais une clause étrange faisant référence à un brevet ou une méthode d'affinage pour un produit agricole. Le grand-père, avant de se lancer dans le textile, avait été un passionné de botanique et d'agriculture. Il était connu pour ses lubies. Ce document, rédigé par un notaire local en 1958, parlait d'un procédé exclusif de fermentation. J'ai fait le lien avec un carnet de recettes de mon grand-père que j'avais aussi récupéré. Il parlait d'un chocolat noir Léo, un mélange de cacao et d'une sève ou d'un extrait de plante rare que l'on trouvait uniquement dans cette petite parcelle du Beaujolais. Un ingrédient capable de donner au chocolat une complexité aromatique sans pareille. Un secret de famille oublié, une potentialité ignorée par ma mère, obsédée par les chiffres et les titres. Je me suis dit, la vengeance la plus pure ne sera pas de devenir aussi riche qu'Héloïse, mais de faire de l'artisanat qu'ils méprisent l'outil d'une richesse et d'un prestige qu'ils ne pourront jamais ignorer. L'idée de chocolat noir. Léo n'était plus un simple rêve de pâtissière, c'était le plan d'une revanche déguisée en chef-d'œuvre culinaire. J'allais transformer le papier jauni,
l'héritage de ma honte familiale, en l'objet de leur dévotion future. Le document, cette clé oubliée, devenait l'arme que je n'aurais jamais cru manier. L'incident, celui que l'on ne peut pas oublier, s'est produit lors du gala de la Chambre de commerce de Lyon, un événement mondain et culinaire précédant le Salon du chocolat. Ma mère, Geneviève, y était conviée en tant que figure de l'ancienne industrie lyonnaise. J'avais été invitée en tant que jeune talent émergent de la pâtisserie, une reconnaissance que ma mère jugeait risible. « Tu y vas juste pour servir des mignardises », m'avait-elle dit au téléphone. Sa voix imprégnée de cette condescendance qui me donnait des frissons dans le dos. Héloïse, elle, y serait pour parler d'investissement international. Toi, tu vas sentir le beurre. J'y suis allée quand même, vêtue d'une robe simple, mes cheveux tirés, me sentant comme un poisson hors de l'eau, au milieu de leurs robes de couturier et de leurs costumes sur mesure. J'avais apporté une petite sélection de mes truffes les plus complexes, des créations aux saveurs subtiles, mais c'était la soirée de ma mère, et ma mère ne pouvait pas tolérer que sa honte lui fasse de l'ombre. Alors que je discutais avec un critique gastronomique réputé, M. Dubois, qui semblait sincèrement intéressé par mon approche du cacao, ma mère s'est approchée. Elle a posé une main lourde et baguée sur mon bras, interrompant la conversation. Son sourire, destiné à M. Dubois, était un masque de perfection glacée. « Monsieur Dubois, quelle bonne surprise. Vous avez l'air d'apprécier la pâtisserie de ma fille, » a-t-elle dit, sa voix douce comme du venin. Monsieur Dubois, flatté, a répondu « Madame Moreau, votre fille a un talent rare, une véritable artiste. C'est là que le coup est tombé, avec une précision et une cruauté que seule Geneviève pouvait maîtriser. » Elle a ri, un rire léger et argenté qui a attiré l'attention des tables voisines. « Un artiste ? Ah, monsieur Dubois, vous êtes si indulgent. Vous savez, elle aime jouer à la petite marchande. Nous lui avons offert des études de droit, un avenir respectable, mais elle a préféré rester dans le manuel. C'est la passion, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, ma chère Clara, dit-elle en se tournant vers moi avec un regard de mépris total. Ton art, c'est l'odeur du labeur, pas celle du succès. Tu es une honte, Clara, une honte pour l'héritage de ton grand-père. Elle n'a pas utilisé le mot familial cette fois, elle a visé plus haut, l'héritage d'Émile, la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Et elle a terminé par la pire des humiliations. Mais ne t'inquiète pas, monsieur Dubois, elle reviendra à la raison quand sa boutique fera faillite. Nous lui trouverons un poste de secrétaire. Elle a tapoté mon épaule avec un air de pitié exaspéré, puis est partie, laissant le critique gastronomique interloqué et moi, figé. Le sang me bouillait, le monde autour de moi s'était tu. Ce soir-là, ma mère n'avait pas seulement critiqué mon travail, elle avait anéanti mon existence, mon identité, et avait souillé la mémoire de mon grand-père, en insinuant que j'avais déshonoré son nom. Ce fut le point de rupture. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri, un sourire froid et dur, et j'ai dit à Monsieur Dubois, qui tentait maladroitement de s'excuser pour ma mère, « Monsieur Dubois, cette honte que vous voyez est sur le point de devenir la chose la plus précieuse que ma mère n'aura jamais l'occasion d'acheter. Excusez-moi. Je crois que je viens de trouver l'inspiration pour mon prochain chef-d'œuvre. » Je suis partie, laissant ma boîte de truffes derrière moi, car à cet instant, je ne voulais plus rien avoir en commun avec le monde qu'elle vénérait. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé les lumières de la boutique. J'ai tiré le document jauni de son tiroir, et pour la première fois, je ne l'ai pas regardé avec sentimentalisme, mais avec l'œil acéré d'une stratège. La vengeance ne serait pas une réponse émotionnelle. Ce serait une entreprise, une œuvre d'art si parfaite et si lucrative qu'elle leur ferait regretter d'avoir confondu ma passion avec de la faiblesse. Je ne deviendrai pas Héloïse, je deviendrai la force qui pourrait sauver ou ruiner tout ce qu'il tenait pour sacré. La partie était lancée, et ma mère venait de me donner ma motivation finale. La nuit qui a suivi le gala a été le point de basculement, le moment où la douleur a cessé d'être une émotion pour devenir une architecture de fer. J'ai passé des heures à décortiquer le document, le plan de l'ancienne parcelle agricole et les notes cryptiques de mon grand-père sur la méthode d'affinage. La parcelle, ce domaine de la lisière, était située dans une zone oubliée du Beaujolais, près de Villefranche-sur-Saône, une terre sans prestige, considérée comme non productive pour la vigne classique.
C'est pour cette raison que personne n'y avait jamais prêté attention. Mais mon grand-père y avait cultivé un type de cacaoyer d'altitude, une variété expérimentale, et le brevet faisait référence à un processus unique, presque alchimique, de séchage et de fermentation utilisant l'air et la flore microbiotique spécifiques de ce microclimat. Le document n'était pas un titre de propriété important en soi, mais la clé légale d'un secret gastronomique inestimable. J'ai mis en vente la fée pâtissière. Ce fut une décision déchirante, mais ma vengeance exigeait un sacrifice total. Je devais disparaître de la scène lyonnaise, rompre le contact et me consacrer entièrement à la création de Chocolat Noir Léo. J'ai vendu à un de mes apprentis, un jeune homme de confiance, en lui faisant promettre de garder l'esprit de l'endroit. Ma mère, en apprenant la vente, a eu une réaction prévisible, mais cette fois-ci, c'était une joie contenue, un triomphe voilé. Tu vois, Clara, tu reviens enfin à la raison. L'artisanat n'est pas viable. Elle croyait que j'allais quémander un emploi de secrétaire chez Héloïse ou, pire, chez mon père. Elle ne savait pas que je venais de vendre ma petite maison pour financer l'achat d'un petit mât délabré au cœur du domaine de la Lisière, le lieu de mon exil volontaire. C'est là, dans cette solitude campagnarde, à l'abri des regards condescendants de Lyon, que le projet Chocolat Noir Léo a pris forme. Mon plan n'était pas seulement de créer le meilleur chocolat du monde. Mon plan était de créer l'exclusivité. Mon produit devait être si rare, si recherché, si cher et si vénéré, qu'il deviendrait l'ultime marque de statut, surpassant en prestige tous les titres universitaires ou les affaires d'Héloïse. Il devait devenir la nouvelle monnaie sociale de l'élite française. Pour cela, j'ai plongé dans un travail acharné, loin des paillettes lyonnaises. Le document était ma Bible. J'ai utilisé le vieux brevet pour déposer légalement la méthode d'affinage. J'ai étudié le sol, l'air, la sève de la plante mentionnée, et j'ai passé des mois à cultiver les fèves rares, à les sécher, à les torréfier à des températures précises, à les concasser et les concher avec une patience monacale. Mon téléphone est resté éteint pendant la majeure partie de l'année. J'ai coupé les ponts, me concentrant uniquement sur la quête de la saveur parfaite, celle qui porterait mon empreinte, et le secret de mon grand-père. La vengeance, dans mon esprit, avait pris une nouvelle dimension. Il ne s'agissait plus de faire du mal à ma mère, mais de l'obliger à respecter ce qu'elle avait le plus méprisé, la valeur tangible, l'excellence irréfutable du travail manuel. C'était la construction d'un monument à l'honneur de mon grand-père Émile, une démonstration silencieuse que la honte pouvait être transformée en or pur, en utilisant précisément l'héritage qu'elle avait tenté de salir. Le processus était lent, douloureux, jalonné d'échecs, mais chaque fève ratée, chaque lot gâché, me rappelait le sourire suffisant de ma mère et la voix d'Héloïse. Et ce souvenir était plus efficace que n'importe quel stimulant pour me remettre au travail. Je savais que mon retour à Lyon serait sismique, et quand ce jour arriverait, mon seul porte-parole serait « Chocolat Noir Léo ». Les années qui ont suivi ont été un mélange de silence et de labeur. Dans mon mas isolé du Beaujolais, le temps s'écoulait au rythme des saisons et des étapes complexes de fabrication du chocolat. Pendant ce temps, à Lyon et à Paris, la vie de ma famille se déroulait selon les apparences, mais des fissures commençaient à apparaître sous le vernis. Ma mère continuait de m'ignorer, persuadée que j'étais une sorte d'ermite ruinée, la honte désormais cachée, ce qui lui convenait parfaitement. Héloïse, ma sœur, la Golden Child, régnait en maître dans son cabinet d'avocat. Elle m'envoyait de temps en temps des cartes postales de ses voyages, des messages laconiques et suffisants. « Pense à te faire une retraite, ma petite sœur. Le travail manuel ne rapporte rien, à moins d'être dans un domaine artistique coté. » Elle était l'incarnation de tout ce que ma mère valorisait. Le titre, l'argent facile, la reconnaissance superficielle. Mais le succès d'Héloïse était fragile, construit sur les vagues spéculatives du marché des fusions. Un murmure, une rumeur d'échec, m'était parvenue par une amie commune restée à Lyon. Héloïse avait investi massivement dans une start-up pharmaceutique qui s'était révélée être une coquille vide, une perte colossale que sa fierté l'empêchait d'admettre. Elle avait même emprunté discrètement de l'argent à mon père, qui, fidèle à sa nature lâche et soumise, n'avait rien osé dire à Geneviève. Ma mère, elle, continuait ses œuvres de bienfaisance pour maintenir son statut social. Mais je remarquais, lors des rares articles de journaux où elle apparaissait, que les événements étaient moins fastueux, que les donateurs étaient moins généreux. La fortune familiale, principalement issue de la filature de mon père,
était en sommeil, ou pire, en déclin. Mon père avait liquidé une grande partie de ses parts pour couvrir un investissement personnel douteux, probablement pour renflouer les dettes d'Héloïse. La façade était intacte. Le château social tenait bon, mais les fondations commençaient à trembler. Et moi, pendant ce temps, je travaillais sur la perfection. J'ai finalement produit le premier lot de chocolat noir Léo. Il était incroyablement complexe. Son goût transportait l'essence du terroir du Beaujolais, une amertume profonde équilibrée par une douceur presque spirituelle. Il était impossible de le reproduire ailleurs. Le secret du document était la clé de cette excellence. J'ai pris contact avec Monsieur Dubois, le critique gastronomique humilié par ma mère, qui était devenu depuis un ami et un confident discret. Je lui ai envoyé une petite boîte. Sa réponse fut un appel téléphonique d'1 minute, sa voix tremblante. « Clara, c'est le silence après la tempête. C'est le luxe redéfini. C'est le prix que l'on paie pour le talent irréfutable. » J'avais mis au point un plan de distribution hyper exclusif, seulement quelques kilos par an, vendu uniquement sur abonnement à un cercle ultra fermé de connaisseurs et de chefs étoilés, au prix le plus élevé jamais pratiqué pour du chocolat. Mon produit n'était pas un simple dessert. C'était un jeton d'accès à un club. C'était la consécration de l'artisanat transformé en art élitiste. J'ai lancé le produit officiellement, non pas à Lyon, mais à Paris, lors d'une vente aux enchères privée pour une œuvre de charité. Le buzz fut immédiat, colossal. Les journaux parlaient de l'or noir du Beaujolais, de la maîtrise cachée de la fée pâtissière. Je n'étais plus Clara la honte, mais Clara la maîtresse chocolatière. Un mythe, une marque, un symbole de luxe discret et intemporel. La vengeance se dessinait, non par ma propre annonce, mais par le murmure admiratif du monde. Ma mère et Héloïse n'auraient pas pu l'ignorer, même si elles l'avaient voulu. Le temps des miettes était révolu. L'onde de choc du lancement de chocolat noir Léo s'est propagée jusqu'à Lyon plus vite que la rumeur. Le produit est rapidement devenu un symbole de statut. Les gens ne parlaient plus du dernier sac de marque ou du dernier voyage d'Héloïse, mais de la difficulté à obtenir ne serait-ce qu'une seule tablette de mon chocolat. On n'achetait pas chocolat noir Léo, on méritait chocolat noir Léo. Et ma mère, Geneviève, la reine de l'image, a été la première à en subir les contre-coups sociaux. Un jour, Héloïse, en visite à Lyon, a organisé un dîner pour impressionner un client suisse potentiellement riche. Elle avait tout misé sur l'apparence, mais à la fin du repas, le client, un homme d'affaires austère qui ne souriait jamais, a posé la question fatidique. « Mais, mademoiselle Moreau, où est le chocolat noir Léo ? J'ai entendu dire qu'il est désormais le seul qui vaille la peine d'être dégusté après un tel dîner. » Le silence s'est fait. Héloïse a bafouillé une excuse ridicule, parlant d'un problème de livraison. Le client a haussé un sourcil et l'affaire a capoté quelques jours plus tard. La Golden Child, l'avocate qui brassait des millions, était incapable d'obtenir une simple tablette de chocolat de sa propre sœur, la honte familiale. La mère en a eu vent par ses amis. La détestation est devenue de la rage. Geneviève, lors d'un déjeuner avec la présidente de la chambre de commerce qui l'avait humiliée au gala, a été confrontée à la même réalité. La présidente, en servant le dessert, a souri poliment et a dit « Excusez-moi Geneviève, je n'ai pas pu obtenir le Léo. Il paraît que la créatrice, une certaine Clara, est très exclusive. Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Le fait que tout le monde sache qui était cette Clara et qu'elle était l'objet de leur moquerie passée était le summum de mon triomphe social. Geneviève n'a pas pu manger. Elle a vu le prestige qu'elle avait passé une vie à construire s'effondrer devant la renommée irréfutable de ma réussite. Le prestige n'était plus dans l'héritage textile, ni dans les fusions-acquisitions d'Héloïse, mais dans une petite tablette de chocolat noir, fabriquée avec la terre qu'elle avait méprisée. C'est à ce moment-là que les appels ont recommencé. D'abord, des messages indirects, demandant si je pouvais donner quelques boîtes pour des besoins de relations publiques de la famille. J'ai répondu par un email courtois et glacial, expliquant que toutes les réservations étaient complètes pour les 2 prochaines années, mais que je pouvais les inscrire sur une liste d'attente prioritaire. Le silence qui a suivi m'a dit que ma vengeance était bien plus amère que je l'avais imaginé. J'avais réussi à rendre mon art si précieux que ma propre famille, obsédée par le statut, ne pouvait pas y accéder. Le travail manuel, la honte, était devenu le nouveau standard.
La vraie surprise est arrivée quelques mois plus tard. J'ai vu un article de presse discret dans Le Progrès de Lyon, parlant de difficultés financières autour d'un grand projet immobilier initié par Héloïse pour vendre les anciens bureaux de la filature familiale. L'affaire était complexe, impliquant des zones de protection de patrimoine et des clauses de cession qui avaient été mal gérées. Ma sœur, l'avocate d'affaires, s'était gravement trompée. La fortune de mon père était menacée par un procès ruineux. La vengeance passait de l'humiliation sociale à la survie financière. Et je savais, par le secret du document de mon grand-père, que j'avais la clé pour déverrouiller une situation bien plus complexe qu'il ne pouvait l'imaginer. Les appels polis ont rapidement cédé la place à des messages pressants et à une demande de rencontre. Héloïse, la grande avocate, est venue me voir au domaine de la Lisière, un lieu qu'elle avait jugé indigne d'être foulé par ses chaussures de luxe. Elle est arrivée en SUV noir, le visage ravagé par le stress, loin de la froide perfection des années passées. Elle ne voulait pas de mon chocolat. Elle voulait de l'argent, beaucoup d'argent, pour couvrir le trou béant de son affaire immobilière ratée. Elle a tenté d'abord l'approche émotionnelle, parlant de l'honneur du nom Moreau, du patrimoine familial qu'il fallait sauver. Quand j'ai refusé de prêter, lui rappelant gentiment que je n'étais qu'une cuisinière gérant des miettes, elle a laissé tomber le masque. Sa voix est devenue stridente, son regard dur. « Tu as de l'argent maintenant, Clara. Pourquoi es-tu si égoïste ? Ce n'est que de l'argent. » Je l'ai regardée, calme. « C'est l'argent que j'ai gagné en faisant ce que tu as appelé une honte. Ce n'est pas ton argent. Et je ne te donnerai pas ce que tu n'as jamais respecté. » Elle est partie en jurant qu'elle ne me pardonnerait jamais cette trahison. Mais la confrontation la plus difficile est arrivée quelques semaines plus tard. Mon père m'a appelée, la voix brisée. Il m'a supplié de rencontrer ma mère. Geneviève était au bord du gouffre. Le stress l'avait physiquement diminuée. Le procès menaçait de les ruiner, de vendre la maison de leur vie pour couvrir les dettes. J'ai accepté la rencontre. Non pas par pitié immédiate, mais parce que le temps du secret était révolu. La vengeance était complète. Il était temps de passer à la phase de la transformation. La rencontre a eu lieu non pas à Lyon, mais chez le notaire familial, Maître Vallon, dans son bureau austère. Geneviève est entrée, l'élégance toujours présente, mais ses yeux trahissaient une peur animale. Elle était venue pour se battre une dernière fois, pour exiger, pour me dire que j'étais coupable de la ruine de la famille. « Tu aurais pu nous aider, Clara », a-t-elle commencé, sa voix un murmure amer. « Tu laisses ta propre famille sombrer, alors que tu brasses de l'or noir avec tes... » Confiserie, c'est la pire des hontes. J'ai laissé sa diatribe se dérouler. Le notaire, Maître Vallon, un homme d'une 50aine d'années, regardait la scène avec une neutralité professionnelle. Quand ma mère s'est tue, essoufflée par sa propre rage, j'ai posé le fameux document, le parchemin jauni de mon grand-père, sur la table en acajou. Le silence s'est fait. Mon père, Maître Vallon, et ma mère ont fixé le papier. « Mère, Héloïse a commis une erreur légale dans le montage de l'opération immobilière. » ai-je dit, ma voix claire et ferme. Elle a oublié un détail essentiel concernant l'affectation des parcelles de la filature qui étaient inscrites comme biens agricoles non cessibles. Elle pensait qu'elles n'avaient aucune valeur. J'ai fait signe à Maître Vallon. « Maître, pourriez-vous lire le paragraphe concernant le domaine de la Lisière et surtout, la clause de restriction de propriété liée à l'usage du terrain pour la famille Moreau, datant de 1958 ?» Maître Vallon, intrigué, a pris le document. Il a commencé à lire, puis son visage s'est éclairé d'une lueur de surprise incrédule. Il y avait en effet une clause stipulant que si la parcelle n'était plus utilisée pour l'exploitation agricole ou la méthode d'affinage brevetée par Émile Moreau, l'intégralité du terrain où était situé l'ancien siège social de la filature devait être reclassée en zone non constructible, forçant l'annulation des permis de construire d'Héloïse. Le document n'était pas seulement la clé du chocolat noir Léo, il était la bombe légale qui pouvait faire sauter l'affaire d'Héloïse et provoquer la ruine totale de la famille. Il avait une valeur stratégique que même Héloïse, l'avocate, avait ignorée, car elle n'avait jamais daigné se pencher sur l'héritage d'un simple artisan. Le visage de ma mère est devenu livide. Ce n'était plus de la rage, c'était de la terreur pure. Elle a tendu la main vers le document, ses doigts bagués tremblant si fort qu'on aurait dit qu'elle était traversée par un courant électrique. Elle avait compris. Ce que j'avais créé avec le travail qu'elle dédaignait, Chocolat Noir Léo,
était en fait ce qui m'avait donné un pouvoir légal de vie ou de mort sur leur fortune. La vengeance n'était pas mon argent, mais le contrôle total de leur destin. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, je n'ai vu ni mépris ni colère, mais la vérité nue, la peur de la ruine, et la reconnaissance que l'objet de sa honte était, ironiquement, l'unique source de son salut. Maître Vallon a reposé le document sur la table, ses yeux lançant des éclairs de surprise. Ma mère, Geneviève, n'a rien dit pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le document avait fait trembler ses mains, non pas à cause de sa valeur monétaire directe, mais à cause du pouvoir qu'il me conférait. Le pouvoir de la ruine légale, le pouvoir de la destruction totale de l'héritage qu'elle avait tant vénéré. La clause, écrite en petit à la fin du brevet d'affinage de mon grand-père, stipulait que le terrain du siège social devait conserver sa valeur foncière commerciale uniquement si le domaine de la lisière conservait une exploitation agricole active selon le brevet original. En vendant la fée pâtissière pour m'installer au domaine et y exploiter le brevet avec Chocolat Noir Léo, j'avais involontairement validé la clause et protégé la valeur du terrain du siège. Si j'avais échoué, si j'avais abandonné le projet, si j'étais devenue secrétaire comme elle l'avait souhaité, le brevet aurait expiré, la clause se serait annulée, et le siège social serait automatiquement reclassé en zone non constructible, anéantissant l'affaire d'Héloïse et provoquant la faillite familiale. La vengeance la plus douce n'était pas de les voir s'effondrer, mais de leur faire comprendre que l'objet de leur mépris était ce qui les avait sauvés de leur propre arrogance. Mon succès n'était pas la cause de leur malheur. Il était leur bouée de sauvetage inattendue. C'est l'échec d'Héloïse, l'avocate, qui les avait mis en péril. C'est le travail manuel de Clara, la honte, qui leur offrait une issue. Le visage de ma mère, décomposé, a exprimé une lutte intérieure d'une violence inouïe. Elle était forcée d'admettre que ma passion, ma vulgarité, était leur seule assurance. Après une minute de silence glacial, elle a glissé la main dans son sac, en a sorti une petite enveloppe et l'a posée devant moi. C'était la même enveloppe qu'elle avait utilisée pour m'envoyer les invitations à ses galas. Jamais une simple carte d'anniversaire. « Clara » a-t-elle dit. Sa voix n'était plus celle de la reine froide, mais d'une femme vaincue et épuisée. Le notaire a trouvé une solution. Ton exploitation, ton brevet, annule la clause de reclassification. Nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas le plus important. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Voici l'argent que ton grand-père a mis de côté pour ta première boutique. Je l'ai gardé, persuadé qu'il te faudrait un filet de sécurité après l'échec de tes fantaisies. Je n'ai jamais eu l'intention de te le donner. Elle a fait une pause, et ses yeux, pour la première fois, ont croisé les miens sans jugement, mais avec une tristesse profonde. J'avais tort, Clara. Je me suis trompée sur toi. Je voulais que tu aies le prestige, le respect, mais je me suis trompée de chemin pour l'obtenir. C'est toi qui l'as gagné, avec tes mains, là où je ne voyais que du travail de subalterne. J'ai préféré l'apparence à la réalité, et cette arrogance a failli tout nous coûter. Elle n'a pas prononcé de mots d'excuse complets, pas de phrases grandiloquentes, mais ce simple aveu de s'être trompée de chemin était une confession sismique dans son monde. Elle m'avait donné ce qu'elle n'avait jamais pu donner, la reconnaissance de ma valeur intrinsèque. J'ai pris l'enveloppe. Ce n'était pas l'argent qui comptait, mais l'acte. J'ai souri. Mon père a essuyé une larme. Ce moment, ce n'était pas une capitulation. C'était une ouverture. J'ai regardé ma mère. Mère, j'ai sauvé ce que j'aimais. J'ai sauvé l'héritage de grand-père Émile, pas l'argent de la famille. L'argent est un outil. L'héritage, c'est ce que l'on fait avec. J'ai fait signe à Maître Vallon. Maître, mettez en place la fondation. Les bénéfices de Chocolat Noir Léo serviront à créer la bourse Émile Moreau pour les jeunes artisans lyonnais qui choisissent le travail manuel plutôt que les grandes écoles. C'était mon acte de changer leur vie. Non pas en les ruinant, mais en utilisant mon succès pour valider le chemin qu'ils avaient condamné. Mon père, Héloïse, et ma mère allaient devoir vivre avec la réalité que la fortune de la famille était sauvée, et que le nouveau prestige du nom Moreau venait de l'artisanat que ma mère avait appelé une honte. La vengeance était complète, transformée en une fondation, une preuve permanente de ma réussite et de leur erreur de jugement. Leur vie allait changer, forcée par mon acte de rédemption.
Ma mère s'est levée, son visage portant la marque d'un respect nouveau et douloureux. Elle a touché l'épaule de mon père, et ils sont sortis ensemble, sans un mot de plus. J'étais seule, victorieuse, mais surtout libérée. Le véritable héritage était la liberté d'être moi-même et de transformer la douleur en une œuvre qui sauve. Après avoir lu ce document, ma mère a tremblé, mais elle a aussi compris. Elle a vu que le véritable héritage n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on crée. Maintenant, j'aimerais savoir, si vous aviez un tel pouvoir de changer la vie de quelqu'un qui vous a blessé, choisiriez-vous la vengeance ou la rédemption? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous auriez fait à ma place.